Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle phase cachée des parcs et aujourd'hui on est à Epcot, l'un des 4 parcs de Disney World en Floride. Alors, Epcot a ouvert le 1er octobre 1982 et c'est donc le deuxième parc Disney à avoir ouvert à Orlando après Magic Kingdom en 71. Mais il se trouve qu'à la base, Epcot ne devait pas du tout être un parc d'attractions. En fait, Walt Disney, qui était entre autres choses passionné d'urbanisme, avait depuis les années 50 l'idée de construire une ville futuriste, visionnaire et utopique à partir des dernières innovations technologiques. Étant donné que la Walt Disney Company était déjà en train de prévoir la construction d'un parc en Floride, l'idée était de fonder cette ville à proximité du futur Magic Kingdom. Walt Disney avait même déjà le nom Epcot, qui veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow. Et pour l'anecdote, ça veut aussi dire Every paycheck comes on Thursday pour ceux qui bossent dans ce parc. Walt Disney avait même tourné un film pour promouvoir son idée de ville. C'était sûrement l'un des derniers projets qui lui tenait vraiment à cœur avant son décès. Malheureusement, il ne verra même pas l'inauguration de Magic Kingdom et le projet de ville futuriste a donc au fil des années été complètement revu pour en faire finalement un parc secondaire. Mais ça ne veut pas dire que la Walt Disney Company a complètement mis l'idée de la ville d'Epcot au placard et de nombreux éléments y rendent hommage. Par exemple, on peut voir des maquettes d'Epcot, la ville, dans l'attraction People Mover à Magic Kingdom et le film À la poursuite de demain fait beaucoup référence à cette ville futuriste qui serait une sorte de paradis pour les esprits novateurs. Sans compter le projet récent de construction de ville Disney qui devrait se développer en Californie. Une ville entière où tu manges, consommes, respires Disney avec des têtes de Mickey partout et où tout ton argent sert à abreuver la Walt Disney Company. Ah, c'est si utopique que ça pourrait presque être un épisode de Black Mirror. Mais bref, parlons d'Epcot tel qu'il a ouvert donc en 1982. Alors au début, les Imagineers galéraient un peu et savaient pas trop quoi faire niveau thématisation. Certains voulaient garder l'idée de base de Walt Disney et en faire un parc basé sur les technologies du futur, un peu comme les lands Tomorrowland ou notre Futuroscope français, et d'autres voulaient l'axer sur les cultures du monde en suivant aussi une autre idée de Walt Disney qui voulait faire une sorte d'exposition universelle qui aurait relié Magic Kingdom à sa ville Epcot. Et au final, ils se sont dit les deux, oui c'est bien. Ce qui fait que Epcot est vraiment divisé en deux parties. On a le World Showcase autour du Grand Lac Central qui représente les cultures de plusieurs pays du monde et ce qui s'appelait jusqu'en 2019 le Future World, là où on va trouver plutôt le côté futuriste et la plupart des attractions. Vous l'aurez compris, le thème global du parc à la base, c'était la pédagogie, la culture, les voyages, les nouvelles technologies, etc. C'était donc pas un parc Disney classique, c'était vraiment plus un parc culturel. Sauf que comme on va le voir dans la vidéo, le côté culturel ça fait plus trop vendre et en ce moment Disney est en train de complètement transformer Epcot pour en faire un parc entre guillemets Disney classique où petits et grands pourront s'amuser à dépenser des tonnes d'argent dans des licences populaires. Voilà, ça c'était pour l'histoire de la construction d'Epcot. Maintenant on va passer aux attractions et on commence par la première zone que vous verrez en arrivant au parc, Future World. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2019, Future World n'existe plus vraiment. Mais à l'époque, il était donc séparé en deux parties, Future World East et Future World West. Et dans ce Future World, il y avait plusieurs pavillons. Il y avait un pavillon pour la communication, un pavillon pour l'imagination, pour l'agriculture, pour les transports et pour les énergies. Depuis 2019, la zone en elle-même n'a plus vraiment de nom, elle est simplement divisée en trois parties, World of Celebration, World of Nature et World Discovery. La raison étant que comme dans beaucoup de cas, c'est très difficile de maintenir à jour un thème qui est dédié aux innovations et au futur, donc ils ont préféré prendre des thèmes un petit peu plus vagues. Et on va commencer par l'emblème du parc qui abrite l'attraction Spaceship Earth et qui se trouve au centre de Future World. Et qui a sûrement un tout petit peu inspiré Europa Park, hein. On vous voit. Spaceship Earth est un dark ride, donc un parcours scénique dans le noir qui retrace l'évolution de la communication de l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'au présent. Enfin au présent des années 2000, ce qui rend la fin assez drôle vu qu'après en gros il vous demande d'imaginer ce que sera le futur et bon disons qu'on a au moins 20 ans d'avance sur l'attraction quoi. Alors vous serez forcément tenté de faire Spaceship Earth directement après votre arrivée, c'est la première attraction qu'on voit, c'est l'emblème du parc, t'as envie de monter dedans, mais vraiment je vous conseille de la faire beaucoup plus tard. En général il y a du monde qu'à l'ouverture vu que tout le monde a eu la même idée, donc allez-y limite en dernier, il y aura vraiment personne. L'attraction est très intéressante d'un point de vue historique et pédagogique et surtout que c'est l'une des dernières attractions qui représente vraiment l'esprit d'Epcot tel qu'il était à l'ouverture, mais elle est quand même très vieillissante, donc
donc perdez pas une heure de queue pour ça. D'ailleurs en 2019, Disney a annoncé qu'ils allaient updater enfin Spaceship Earth. La nouvelle version s'appellera Spaceship Earth Our Share History, mais pour l'instant l'attraction n'a même pas encore fermé, donc on sait pas trop pour quand c'est prévu. Ce qu'on sait par contre, c'est que Spaceship Earth Our Share History s'éloignera un petit peu du thème de la communication pour plutôt se concentrer sur l'art du storytelling à travers l'humanité, et qu'avec le pavillon de l'imagination pas très loin à côté, il formera un nouveau pavillon qui s'appellera World Celebration. Et on quitte le centre pour aller vers ce qui s'appelait avant Future World East et qui s'appelle maintenant World Discovery, où on trouve la toute dernière attraction en date ouverte cette année en 2022, j'ai nommé Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Alors, Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind vient remplacer l'attraction Universe of Energy, une attraction qui mélangeait ciné et dark ride, qui durait bien 45 minutes d'ailleurs, et qui avait pour but d'éduquer petits et grands sur les sources d'énergie. Mais en 2017, la Walt Disney Company se dit fuck la pédagogie, les enfants ils veulent voir du MCU, du coup l'attraction ferme et en 2022 on ouvre Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Cette attraction est la première attraction à thème Marvel de Disney World, puisque Universal of Orlando a son propre land Marvel et que Disney World n'a donc contractuellement pas le droit d'utiliser de héros Marvel déjà mis en scène à Universal. Oh là là, non, pas de Avengers Campus ici. Ah, moi qui aime tellement Avengers Campus, moi qui aime tellement les bâtiments gris, les attractions faites à l'arrache. Oh, c'est dommage, hein. Mais comme les Gardiens de la Galaxie ne sont pas présents à Universal, Disney a donc le droit de les mettre en scène, d'où cette attraction qui est d'ailleurs la première montagne russe d'Epcot. Alors de ce que j'ai compris dans l'idée, ça ressemble un petit peu à Space Mountain, donc écoutez, on va voir ça et on va tester, on va vous dire ce qu'on en pense. Ok, alors on revient tout juste de Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind, je me rappelle plus exactement du titre. Alors je vous ai dit que c'était un peu comme Space Mountain de ce que j'ai vu. En fait je trouve que c'est plus un mix entre Space Mountain et Crush Coaster, parce que du coup c'est un spinning coaster, donc les wagons tournent, mais dans un thème spatial. Et alors bon voilà, c'est pas juste des petites projections ici et là comme à Space Mountain, là t'es vraiment entouré partout d'écrans, d'étoiles, de musique et tout ça, donc t'es vraiment hyper immergé. C'est vraiment un bon feeling en fait je trouve. En plus il y a la musique Do You Remember September. Je trouve qu'elle est hyper chill pour ce genre d'attraction. C'est très fluide, c'est pas forcément très intense, donc franchement si jamais vous aimez pas trop les trucs à sensations fortes, vous pouvez le faire tranquillement. Ça tourne un petit peu mais je trouve que ça donne quand même un peu moins la gerbe que Crush Coaster. Et donc voilà, non, franchement c'est une très bonne attraction. C'est juste dommage que, je sais pas, comme vous le voyez là, qu'il n'y a pas vraiment de décor extérieur, c'est un peu moche en fait de l'extérieur. Et à l'intérieur, donc dans l'attraction c'est vraiment cool, mais la file d'attente, il y a trop de pré-show. Alors c'est peut-être une opinion personnelle et peut-être que c'est pas une opinion populaire, j'en sais rien, mais j'en ai vraiment ras-le-bol des pré-shows. Pour moi un pré-show ça doit juste vite fait accompagner comme dans la Tour de la Terreur où genre t'as un film de 3 minutes qui te montre un peu le contexte, mais là c'est trop quoi, t'as un pré-show, t'en as un deuxième, t'en as un troisième, c'est bon, on a compris quoi. Donc voilà, très dommage qu'on puisse pas refaire l'attraction à moins de payer. Parce que sinon j'aurais bien refait dans la journée honnêtement. Donc voilà, ça vaut le coup de se lever à 6h45 pour aller checker la Virtual Line là. Je pense que ça peut valoir le coup de payer les $17 si jamais vous n'avez pas pu avoir de place pour la Virtual Line, parce que c'est quand même une bonne expérience. Bon après c'est pas l'attraction de la décennie non plus, mais c'est très sympa à faire. Pour continuer dans la partie World Discovery, il faut savoir qu'avant, il y avait aussi un pavillon qui s'appelait Wonders of Life qui a complètement fermé aujourd'hui, mais qui à l'époque était consacré à des attractions sur l'anatomie. Il y avait par exemple un simulateur comme Star Tours qui nous transportait dans le corps humain nommé Body Wars et qui avait l'air assez fun. D'après ce qu'on sait, normalement le pavillon Wonders of Life devrait réouvrir sous le nom de Play et devrait abriter des rencontres avec les personnages Disney. Ensuite, on a sûrement l'attraction la plus sensationnelle de tous les parcs Disney confondus, j'ai nommé Mission Space. Alors, à l'ouverture de Epcot, à cet emplacement, il y avait un pavillon / attraction nommé Horizon, qui faisait découvrir aux visiteurs la vision du futur que les humains avaient à différentes époques, ainsi que des futurs hypothétiques pour le 21e siècle à venir. Bref, en 2003, Horizon est donc remplacé par Mission Space, toujours en activité aujourd'hui, et en gros, ça simule de manière très réaliste l'entraînement des astronautes de la NASA. Le plot, c'est qu'on est dans ce futur fort éloigné qui est l'année 2036 à l'International Space Training Center pour justement nous entraîner à décoller pour Mars. On est donc dans de petites capsules avec un écran et chaque passager a un rôle attitré.
Pendant l'attraction, vous devrez donc appuyer sur des boutons pour entre guillemets piloter la fusée. Bon, c'est amusant, mais en vrai, appuyer sur les boutons, ça change pas grand chose. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette attraction est très intense. Parce que quand je dis que c'est un simulateur, c'est pas comme Star Tour. Là, vous êtes dans une vraie centrifugeuse et vous ressentez exactement la même chose que ce que les astronautes doivent faire pour s'entraîner. Alors perso, je suis facilement malade quand ça tourne trop, mais là, ça m'a pas trop donné la nausée parce qu'on n'a pas l'impression de tourner, on a vraiment l'impression de décoller comme à l'intérieur d'une fusée. Mais je sais que les gens sont souvent malades dedans, donc même si l'expérience est très intéressante, c'est à vos risques et périls. À savoir qu'il y a une version plus douce, le parcours vert, mais du coup, il se passe pas grand chose. Et enfin, pour en finir avec la partie World Discovery, on a Test Track qui est venu remplacer en 98 le pavillon World of Motion consacré aux technologies automobiles. Alors on est resté sur le thème voiture avec Test Track puisque le principe c'est de monter à bord d'un véhicule et sur le parcours de tester ses capacités, son efficacité, ses réactivités et le plus fun, sa puissance. Pendant la file d'attente, vous pourrez concevoir le design et les courbes de votre véhicule. Bon, ça aura pas un grand impact sur l'attraction à part quelques clins d'œil ici et là, mais c'est un bon petit bonus qui fait patienter pendant la queue qui est souvent assez longue. Pour ceux qui connaissent, Test Track c'est un peu la même chose que Radiator Springs à California Adventure, mais en moins sympa vu que la partie vitesse est très courte et que le parcours est assez moche. Mais bon, avant les Gardiens de la Galaxie, c'était un peu la seule attraction de vitesse du parc, donc a été tout le temps prise d'assaut. Et maintenant on continue avec le côté ouest, avec le pavillon de l'imagination. Alors, ce pavillon qui fait maintenant partie de la zone thématique World Celebration avec l'attraction Spaceship Earth, ça vaut le coup qu'on s'y attarde 2 secondes parce qu'il est assez emblématique de Epcot. Comme son nom l'indique, il est dédié à l'imagination et comprend 2 attractions. Et c'est assez honnête de la part de Disney d'avoir mis des attractions dans ce pavillon parce que moi avec le thème imagination, j'aurais juste fait un truc vide et j'aurais dit aux guests d'imaginer. Alors il y a beaucoup à dire sur le pavillon imagination, mais en gros voilà, le pavillon ouvre en 1983 avec à la base une seule attraction, une salle de cinéma 3D, le Magic Eye Theater, qui était à l'époque le tout premier des parcs Disney. Le premier film qui était projeté s'appelait Magic Journey et était aussi joué dans les cinémas 3D de Disney Californie et de Disney Tokyo. Alors l'intérêt du film, c'était surtout la technologie en relief, sinon c'était juste des successions d'images sans trop de liens les unes avec les autres. Le film est d'ailleurs très vite remplacé en 86 par le court-métrage qui va révolutionner les ciné 3D, à savoir Captain EO, qu'on a eu en France en 92 pour l'ouverture du parc. Je pense qu'il me faudrait une vidéo entière pour parler de Captain EO, donc je vais pas trop m'attarder. Mais en gros, si vous aimez Star Wars, Michael Jackson et les années 80 bien kitsch, c'est l'attraction pour vous. Ensuite, en 95, Captain EO laisse place à une autre attraction très appréciée du public, et je pense que je vais faire vibrer le cœur de quelques nostalgiques en disant ce nom, Chérie, j'ai rétréci le public. Perso, c'est le film qui m'a fait connaître les ciné 3D, j'en ai tellement de bons souvenirs. Mais bon, tout comme en France, Chérie, j'ai rétréci le public laisse place une nouvelle fois à Captain EO en 2010 en hommage à Michael Jackson, pour finalement devenir Disney and Pixar Short Film Festival, où vous pourrez regarder des courts-métrages Disney et Pixar en 3D. Ouais, c'est un peu triste comme fin pour un théâtre aussi épique. Après, le souci c'est qu'ils auraient pas pu mettre Filar Magique comme à Disneyland Paris parce que ce film est déjà projeté à Magic Kingdom, donc plus qu'à espérer qu'un jour ils fassent un nouveau film 3D, ça serait pas mal. Mais bref, le ciné 3D c'est le menu fretin du pavillon Imagination. La vraie bonne attraction c'est bien sûr Journey into Imagination. Enfin, Journey into Imagination with Figment de son nom complet, mais elle s'appelait bien juste Journey into Imagination à son ouverture avant de... Vous savez quoi, je suis en train de m'embrouiller, on va reprendre depuis le début. Journey into Imagination ouvre en 1983 juste à côté du cinéma 3D avec une super cérémonie d'ouverture. C'est un dark ride avec des omnimovers, vous savez ces sortes de gros fauteuils qu'on a par exemple dans Phantom Manor, et qui a du coup pour thème de nous faire explorer les profondeurs de notre imaginaire. C'est aussi une attraction importante pour Epcot puisqu'à l'époque c'est un peu la seule à proposer de vrais personnages qui ont pour but de devenir emblématiques et surtout marketable, vu qu'on le rappelle à la base il n'y a pas du tout de référence à des films Disney à Epcot. Les 2 personnages de l'attraction sont donc le Dreamcaster, une sorte d'inventeur qui navigue à travers les rêves pour inspirer de nouvelles idées, et du fragment de son imagination, Figment, un petit dragon violet. Ces 2 personnages restent aujourd'hui encore très présents dans les esprits. Figment est d'ailleurs toujours considéré comme la mascotte d'Epcot et il y a beaucoup de produits dérivés, dont des comics, sur le Dreamcaster et Figment. Le Dark Ride à son ouverture était donc très psychédélique et il faut le dire, imaginatif. On voyage à travers des décors hyper originaux et conceptuels et la storyline et les personnages étaient très bien travaillés. Et puis en 99, on sait pas trop pourquoi, alors que l'attraction marchait très bien et qu'elle était en bonne voie pour devenir un vrai classique Disney, et ben le parc décide de la changer en Journey into Your Imagination.
Et là, c'est la catastrophe. Plus de Dreamcaster, à la place, on a un simple scientifique, le docteur Nigel Channing, qui passe son temps à se plaindre que les visiteurs n'ont pas assez d'imagination. Les scènes sont vues au rabais, elles sont beaucoup moins attrayantes, la chanson iconique de l'attraction One Little Spark est aussi enlevée, et surtout, il supprime Figment, pourtant adoré des fans. Ce changement provoque la plus grosse vague de plaintes de l'histoire des parcs Disney concernant les attractions, et du coup, cette version ferme à peine 2 ans plus tard. C'est juste à peine plus triste que l'échec de Flight Force actuellement à Disneyland Paris. Et maintenant, on a donc Journey into Imagination with Figment, avec Figment, regardez, il est là, il est bien là, il est écrit en gros, tiens voilà, c'est Figment. Bon, par contre, on a toujours le Dr Channing, RIP Dreamcaster. La chanson est rétablie et là le parcours se focalise plus sur les 5 sens. Je n'ai évidemment jamais testé la toute première version, mais apparemment tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est meilleure que celle qu'on a aujourd'hui, qui est elle-même meilleure que la version sans Figment. En gros, on doit se contenter du moins pire. Alors perso, j'aime bien cette attraction. Bon, je peux pas la comparer avec la toute première, mais cette version-là a fait le taf. On sent que ça pourrait être un peu plus abouti, mais on voit où ça nous emmène, et c'est assez original. Et j'aime beaucoup Figment, meilleure mascotte. On quitte le pavillon World Discovery pour aller vers le pavillon World Nature, dédié au lien entre l'homme et l'environnement. C'est un grand espace très sympa et reposant, idéal si vous voulez vous poser au frais et profiter de quelques attractions. L'attraction incontournable de ce pavillon, c'est Soaring, qui est une attraction de type simulateur de vol, dans le même style que le Voletarium à Europa Park. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit ce genre d'attraction un peu partout, mais celle de Disney a ouvert en 2001 en Californie et en 2005 à Epcot, et c'était une vraie révolution pour l'époque. C'est pour ça que, bon, le Futuroscope avait un peu 15 ans de retard avec leur incroyable voyage. Soaring est donc une attraction emblématique des parcs Disney qui nous fait survoler divers paysages dans le monde. Il y a aussi un thème et une storyline assez sympa en mode aéroport qui propose aux passagers de faire le tour du monde. Et le steward qui nous donne les consignes de sécurité, c'est Patrick Warburton, le gars qui fait la voix de Kronk en anglais et Lemony Snicket dans Les Orphelins Baudelaire. Rien que ça, c'est génial. Alors il y a d'autres attractions un petit peu moins phénoménales, par exemple il y a Living with the Land qui est une petite croisière autour des cercles d'Epcot, idéale si vous voulez vous poser, et Awesome Planet qui est un film qui parle un petit peu des richesses, de la nature, de la terre, etc. Qui a remplacé d'ailleurs une attraction qui s'appelait Circle of Life, qui était un film qui parlait des problèmes environnementaux avec Simba, Timon et Pumba. Ce film c'était vraiment la définition du greenwashing d'ailleurs, hein. C'était un truc qui culpabilisait Timon de vouloir construire un parc à thème parce que du coup c'est pas bon pour l'environnement, vous voyez l'ironie un petit peu. World Nature comprend aussi le pavillon qui s'appelait avant The Seas, avec l'attraction The Seas with Nemo and Friends, une sorte de dark ride où vous pourrez admirer les aquariums d'Epcot avec des projections de Nemo et de ses amis. Vous pourrez aussi vous-même visiter les aquariums et aller taper la discute avec Crush, un peu sur le même principe que Stitch Live à Disney Studios. Voilà, on a fini avec cette première partie d'Epcot qui était donc Future World, et maintenant on va passer à la seconde partie qui s'appelle World Showcase, et je vous emmène pour un petit tour du monde. Et par tour du monde, j'entends visiter chaque pavillon autour du lac, hein, et pas se bourrer la gueule, parce que dans le jargon Epcot, faire un tour du monde ça veut aussi dire ça, et n'oubliez pas, l'alcool c'est pas cool. Donc, le World Showcase, c'est 11 pavillons qui représentent des pays du monde placés autour du lac nommé le World Showcase Lagoon. Il faut noter que les pavillons sont parrainés et en partie financés par les pays qui le représentent et que les cast members sont donc tous originaires du pays dans lequel ils travaillent. Alors, on peut trouver que ça a un côté un peu zoo humain. Parfois, on a l'impression que ça sert juste aux Américains ignorants de venir s'extasier sur des Français, à nous trouver trop sexy quand on dit juste le mot jambon beurre. La casserole. Mais d'un autre côté, ça rend l'expérience plus authentique et ça nous permet de venir bosser ici si le cœur nous en dit. Les visiteurs de Epcot pourront découvrir dans l'ordre le Canada, la Grande-Bretagne, la France, le Maroc, le Japon, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, la Chine, la Norvège et le Mexique. Il y a aussi une petite zone dédiée à l'Afrique, toute petite, hein. Si tu clignes des yeux, tu la loupes. Alors il y a évidemment beaucoup à explorer dans ces pavillons, mais tu sens que Disney a fait un petit peu de favoritisme et a apporté plus de soins à certains pavillons que d'autres, hein. Genre le Royaume-Uni, t'as un pub et des boutiques où tu peux acheter des goodies de Doctor Who ou des mugs avec la reine d'Angleterre dessus, enfin un truc attrape-touriste de base, et à côté t'as la France avec de la bouffe partout, des boutiques de luxe et une tour Eiffel miniature. Parlons-en du pavillon de la France, tiens. Enfin, Paris quoi, parce que c'est bien connu qu'il n'y a rien d'autre que Paris en France. Bien sûr, c'est un Paris ultra romancé qui est plus proche de celui qu'on voit dans Ratatouille et Amélie Poulain que Barbès-Rochechouart, mais bon, c'est très joli. On sent l'inspiration Montmartre et bord de Seine, il y a même un petit canal qui sépare le pavillon français du pavillon anglais comme la Manche, et on a une petite tour Eiffel toute mimi. Il y a des restos soi-disant de haute gastronomie bien chers, et il y a aussi la fameuse boulangerie-pâtisserie qui est connue sous le nom de boulangerie où les rêves des cast members français enthousiastes viennent mourir. Pour vous donner une idée, avant de bosser dans cette boulangerie, j'adorais Disney. Voilà, regardez-moi maintenant. Mais du coup, personne ne va rien me dire si je me sers juste là comme ça. Il y a quand même beaucoup de dollars, hein.
Et je suis pas sûre que ça soit strictement religieux, les répliques d'Epcot. Putain, les gens sont débiles, c'est un truc de fou. Après, la bouffe de la boulangerie est pas mal. Disons que sur l'échelle des boulangeries à chaîne là qu'on a en France, je dirais que c'est en dessous de Pommes de Pain, mais largement au-dessus de Paul, vous voyez? Paul! Je vous conseille particulièrement le Napoléon. Alors, c'est un millefeuille, c'est juste que les Américains, déjà, ils savent pas dire jambon beurre sans partir dans des jambon beurrés. Alors, t'imagines, millefeuille, c'est impossible à dire pour eux, donc on appelait ça un Napoléon. Il y a aussi des glaces à l'extérieur qui sont très bonnes. Autre pavillon qui vaut le détour, c'est le Maroc. Croyez-moi, c'est important que ce pavillon soit là parce que je crois que la plupart des Américains ont juste jamais entendu parler de ce pays. La richesse du pavillon réside surtout dans les décors et le souci du détail. Disney a fait venir de vrais artistes marocains pour arriver à une réplique de la Médina à Marrakech. Il y a aussi des éléments tout droit sortis de Casablanca, de Fès ou de Rabat. Vous pouvez même faire une visite guidée de 45 minutes pour vraiment saisir tous les détails de ce pavillon, ce qui est vraiment cool parce que c'est pas forcément une culture que tout le monde connaît, surtout aux États-Unis encore une fois. Sinon, il y a un restaurant, le Marrakech, qui d'après mes anciens collègues marocains a une cuisine assez fidèle, un café et des boutiques où vous pourrez acheter des objets traditionnels marocains. De manière générale, vous pourrez trouver plein de produits issus directement de la culture des pays représentés par les pavillons. Surtout si vous êtes fan de la culture nippone, ne passez pas à côté du pavillon japonais. Il y a des décors sublimes et vous avez une boutique aussi où vous pourrez acheter plein de produits issus du Japon. De la pop culture bien sûr, mais aussi des produits traditionnels. On peut aussi parler du pavillon norvégien qui a le plus pâti de la transformation de Epcot en parc à licence, vu que son attraction phare, Maelstrom, qui plongeait les visiteurs dans la mythologie nordique, est devenu un Dark Ride Reine des Neiges. Et même pas un bon Dark Ride en plus, sans compter que la queue est infernale. Ils auraient pas pu juste mettre un meet and greet Frozen plutôt que d'effacer la culture norvégienne comme ça? Alors je dis pas que Maelstrom était parfaite, loin de là, d'ailleurs l'attraction aurait eu besoin d'être un petit peu rénovée je pense, mais au moins elle avait comme intention de partager la culture norvégienne avec les visiteurs, ce qui était encore une fois de base le principe de Epcot. Là alors la Reine des Neiges, déjà le film en lui-même, je trouve que la culture norvégienne n'est pas spécialement mise en avant, enfin en tout cas pas la vraie culture norvégienne, mais là en plus dans l'attraction, enfin il y a littéralement rien qui fait appel à la culture norvégienne, c'est juste un ride Reine des Neiges. Et vraiment ce qui rend le truc insupportable, c'est que l'attraction Maelstrom c'était vraiment l'attraction phare du pavillon norvégien. Là, ils ont juste carrément effacé la culture norvégienne au profit de la culture Disney. Parce que nous encore, dans le pavillon français, Ratatouille, c'est juste un ajout, c'est un bonus, mais ça enlève pas tout le reste du land. Là, c'est vraiment comme si dans le pavillon français, on avait rasé la tour Eiffel, les restaurants, l'architecture et tout ça, juste pour mettre Ratatouille. Ok, j'ai fini de rager, on continue. Et voilà, on a fini notre tour du World Showcase. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous trouver une bonne place pour profiter du magnifique spectacle nocturne et finir votre journée en beauté. En 2022, le spectacle s'appelle Harmonious. Et sinon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de trucs à dire sur Epcot, mais honnêtement, la vidéo serait un peu trop longue. Du coup, maintenant, on va passer aux astuces et aux conseils. Alors déjà, chaque parc de Disney World a un système appelé le Genie Service. Ouais, il n'y a plus de Fast Pass non plus là-bas. En gros, c'est une application qui, en plus de vous donner les temps d'attente, peut aussi vous aider à organiser votre journée. Elle va vous signaler quand il y a moins de queue à une attraction que vous voulez faire et elle va vous donner des estimations de queue sur toute la journée. Et via cette application, vous allez pouvoir payer environ 15 $ pour avoir en fait 2 ou 3 Fast Pass dans la journée pour une certaine sélection d'attractions. Bon, à Epcot, je suis pas sûre que ça vaille le coup de payer parce que c'est plus un parc à thème qu'un parc d'attractions au final et la plupart des attractions n'ont pas une si longue attente. Mais ça peut être utile pour Magic Kingdom. À savoir que l'attraction des Gardiens de la Galaxie a aussi un système spécial. Elle n'est accessible qu'en file virtuel sur réservation. Vous ne pouvez juste pas vous pointer devant l'attraction et faire la queue. Mais attention, vous ne pouvez pas réserver pour la file virtuelle n'importe quand, ça serait trop simple. Et j'insiste, il faut impérativement que vous réserviez votre file virtuelle à 7h du matin pile ou à 13h, mais à 13h ça peut être un peu dangereux parce que parfois l'attraction peut déjà être complète. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vous leviez à 6h45 pour rafraîchir l'appli jusqu'à 7h pour être sûr d'avoir une place, ou sinon il faut payer 17 $. Et vous pouvez la faire qu'une seule fois en file virtuelle. Jamais vous avez adoré l'attraction et que vous voulez la refaire, il faut payer 17 $. Voilà, c'est un peu de la merde comme système et c'est encore une fois un peu fait pour te faire dépenser tout ton fric quoi qu'il arrive, mais bon c'est comme ça et l'attraction vaut le coup, donc voilà. Niveau astuce, je vous conseille de commencer votre journée par courir soit à Soaring, soit à Test Track, soit à Frozen, qui sont les 3 attractions avec le plus d'attente. Si vous n'êtes pas fan de la Reine des Neiges et que vous avez déjà fait une attraction comme Soaring, genre le Voletarium ou l'Incroyable Voyage, allez plutôt à Test Track qui est la plus unique. À part pour ces 3-là, le reste des attractions ne devrait pas avoir trop d'attente. Après, Test Track a une single rider qui fonctionne très bien, donc sachant qu'il y a aussi cette option, autant du coup choisir Soaring comme première attraction. Comme vous préférez.
Je ne vous conseille vraiment pas, mais alors pas du tout, de faire des allers-retours entre la partie pays et la partie attraction. Faites-les l'un après l'autre, sinon vous allez perdre trop de temps en marche. Gardez aussi en tête que le World Showcase peut être très éprouvant physiquement. Vous faites que marcher, il fait chaud, parfois le soleil tape, donc assurez-vous d'avoir casquette, bouteille d'eau, etc. et de faire des pauses si besoin. Pour la restauration, je vous conseillerais en fait de goûter à un petit snack de chaque pavillon dans le World Showcase, parce qu'on est aussi à Epcot pour ça, la richesse gustative. Sinon, j'aime bien le pavillon japonais ou marocain pour déjeuner, ou alors la boulangerie française si ça fait 2 semaines que vous êtes aux États-Unis et que la baguette et le fromage vous manquent. Petite anecdote, il y a 2 murs assez célèbres à Epcot, surtout si vous aimez faire des photos un peu sympas, qui sont le Bubblegum et le Toothpaste Wall. Ils sont assez bien cachés, mais pour vous donner un indice, ils sont près de Nemo and Friends et de Spaceship Earth. Voilà, en conclusion, Epcot est un très bon parc si vous partagez l'amour de Walt Disney pour les technologies, pour le futur et pour l'imagination. Après, c'est plus un parc que je conseillerais à un public peut-être un peu plus mature, un peu plus adulte, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'activités vraiment enfants, entre guillemets, même si bon, il y a quelques trucs pour les enfants, ils se trouvent leur compte. Hein. Mais voilà, si vous êtes vraiment en mode famille, magie de Disney, etc., c'est peut-être pas forcément le parc que je conseille. Après, si vous êtes comme moi et que justement la magie Disney ça vous fait vite chier, mais que vous voulez quand même un petit peu de magie Disney, c'est le bon parc. Encore une fois, c'est très sympa de s'y balader, on apprend beaucoup de choses, c'est assez pédagogique, même si certaines attractions sont un peu vieillissantes, surtout au niveau des façades et de l'esthétique du parc. Mais sinon, voilà, c'est un très bon parc et je vous le conseille vraiment si vous passez par Disney World et par la magie de Disney en Floride. Voilà, c'était la face cachée des parcs, à la prochaine!